Bonsoir et bonjour. Alors, on va dire la vérité, on n'est pas totalement en direct, c'est pas grave. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ou vous écoutez Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Chaque lundi, et on n'est pas vraiment lundi, c'est pas grave, Arthur est avec nous ce soir, Arthur Lenoir, bonsoir, assisté d'Andrea Villechange, il filme et répond à vos commentaires. Ce soir, nous recevons une partie de la distribution des Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes de Molière, mise en scène de Denis Podalides, une pièce reprise dans le cadre de la saison Molière, une pièce reprise tout simplement, présentée en alternance à Richelieu à partir du 22 avril, depuis le 22 avril jusqu'au 10 juillet 2022. Bonsoir Benjamin Laverne. Bonsoir. Ou bonjour Benjamin Laverne. Bonjour, comme vous le souhaitez. Je ne sais plus quel jour on est. Je sais pas, je vais vous laisser guider ça, l'histoire du temps. Bon, vous retrouvez le personnage de Scapin pour la 4e fois. C'est un personnage que vous avez créé, entre guillemets, en 2017. Tout à fait. Voilà. Répété en 2 fois, oui. Enfin, en 2 fois. Il y a eu l'été entre les deux. On a commencé à répéter en juin. Et la première était en mi-septembre 2017. Donc, il y a presque 5 ans. Ouais. Voilà. Voilà, bon, on va parler de tout ça, Benjamin Laverne. Bonsoir et bienvenue, Elisa RK. Vous venez tout juste d'entrer à la Comédie Française en tant qu'artiste auxiliaire et vous jouez Hyacinthe en alternance avec Laïna Clavaron, qui elle l'a déjà joué avant vous. Vous êtes donc Hyacinthe, fille de Géronte et amante d'Octave. Biranba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Octave. Ouais. Voilà, et vous êtes rentrée comme Elisa il y a quelques années en tant qu'artiste auxiliaire à la Comédie Française pour jouer Octave dans les Fourberies. En tournée d'abord et puis après on est revenu en Richelieu. T'as commencé en tournée? Ouais. Ouais. Septembre 2018, ouais. En septembre 2018. Ouais, c'est ça. Après il y a eu 2-3 péripéties qui font que voilà. Il y a eu un confinement, une pandémie, il y a eu une maladie, une pandémie. Tu es devenu pensionnaire. Et puis entre temps, à la suite de ça. Sur un malentendu. Pour un malentendu, voilà. On m'a dit bon bah vas-y passe. Allez. Ça passe. Voilà, c'est passé. Alors, près de 1680 représentations depuis sa création par Molière à la Comédie Française. Les Combien, pardon, vous avez dit? 1680. Ah oui. 1600, c'est énorme. Depuis sa création à la Comédie Française, pas vous. En Richelieu. Parce que ça, vous vous en souviendrez. Il y a eu, non mais 1680. Non mais 1680, c'est étonnant parce que c'est quand même le. Je pense que c'est. Ah oui. Ouais. Mais là, oui. 1680. À la Comédie Française depuis sa création. C'est Cette pièce incroyable. a été pas mal jouée. Avec nos représentations à nous? Non. Si. Nos 127. Sachant que la Comédie Française a été créée au 174 à avec ce la jour. tournée, exact. Incroyable. Et donc, avec 174. la tournée. Et donc, voilà. Donc, lundi, quand cette émission sera diffusée, Attendez, vous en ça veut serez ça veut dire que là, on fait 26 dates. Ça fera 200 pile poil. Alors, il faudra faire un truc pour la deuxième. Faudra faire un truc. Ah ouais. Il va falloir On va faire un drink, on va faire un petit pot. Un drink Il y sans aura des masse. chipsters, il y aura plein des cacahuètes, des tucs. Si on a le budget. Non, pas surprise, c'est bien. 200, on va faire 200 là. Vous allez, voilà, là vous en êtes à 174, très exactement aujourd'hui. Lundi, quand cette émission sera diffusée, vous en serez à 174 plus les 3-4 représentations que vous jouerez à partir de vendredi 22 avril. Oui. Je vais lire C'est fou. le pitch. La scène se passe ici à Naples, porte ouverte à l'imaginaire maritime, tendue vers l'Orient, face à 2 pères autoritaires, 2 fils aux amours contrariés, dont Octave, s'en remettent au rusé Scapin, habité d'une folle énergie de revanche, sa folle énergie c'est vrai, double de Scaramouche, acteur italien à la vie aventureuse que Molière admirait. Ça, c'est un bon résumé, Benjamin Laverne. C'est le résumé de la brochure, donc je vous conseille de dire que c'est pas mal. Denis nous a très vite parlé de Scaramouche et de Tiberio Fiorelli, qui est cet acteur italien qui, avec sa troupe, partageait le théâtre du Palais Royal avec la troupe de Molière. Et apparemment, il allait le voir et il s'en inspirait beaucoup. Molière l'a joué, ce rôle que vous jouez, vous. Molière l'a joué. Il a joué 18 fois. Il a joué le rôle de Scapin 18 fois. Il était un peu vieux. Apparemment. Enfin, pas si vieux, mais je pense fatigué. D'ailleurs, on a repéré ça peut-être dans l'écriture aussi, dans la trame, dans la dramaturgie, qu'il y a il est là tout le temps, donc il s'offre quand même un rôle, il s'écrit un rôle sublime, mais il s'offre une pause après la scène du sac.
Et on suppose, avec Denis, on s'en parlait, que c'était pour se reposer un peu, parce que la scène du sac était un peu l'apogée de tout son parcours et est épuisant. Enfin, je vous le confirme, c'est très physique, c'est éreintant. Et donc après, il disparaît pendant 10 minutes. Et donc on se dit que c'est aussi parce qu'il savait que ça allait être crevant et qu'il allait falloir se reposer. Mais on suppose que ça n'a pas eu de succès aussi pour ça, ouais. Parce que c'est un rôle qui demande... Parce qu'il n'était pas fait pour ce rôle, hein. Après on n'y était pas, hein, mais qu'il était peut-être déjà un peu trop vieux et fatigué et que c'est un rôle qui demande une énergie décuplée, viscérale. Ça peut être aussi un chant du cygne, hein. Il aurait pu mourir, j'ai l'impression. Alors il est mort quelques années après, à peine, je sais plus quelle était la date de la création, mais ça aurait pu le tuer. La scène du sac. Bah bien sûr. Surtout qu'il s'y apprend à 3 fois. J'ai l'impression que c'est comme si c'était écrit ça pour mourir, et puis non, c'est pas sur cette scène, sur cette pièce-là qu'il est mort, peut-être. Je sais pas. Vous la reprenez, donc ce rôle que vous avez créé en 2017, en tout cas dans la mise en scène de Denis Podalides, vous le reprenez pour la 4e fois, Benjamin Laverne. Vous en êtes à 174 représentations, parce que je crois que vous n'avez jamais été remplacé. Non. C'est une partition difficile, c'est une partition exigeante. Vous venez de le dire ne serait-ce que parce qu'elle convoque une énergie de folle, quoi. Il faut beaucoup donner physiquement. Et puis il y a ce texte. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher la première fois? Est-ce que vous vous souvenez des indications de Denis Podalides quand il vous parle de Scapin la première fois, et qu'il faut aller chercher ça, cette énergie-là, vous avez 5 ans de moins, c'est un petit peu plus jeune. Ouais. Est-ce que vous vous en souvenez, et est-ce que c'est quelque chose que vous convoquez aujourd'hui à chaque fois? Pour la 4e fois cette fois-ci, vous êtes en répétition. Oui, à chaque fois. En fait, ce qui est troublant, et on a très vite parlé de ce que nous évoquait, parce qu'en fait, c'est une trame qui a été reprise de Tarente. Enfin, je sais plus exactement, j'ai pas revu mes gammes, enfin, j'ai pas relu exactement l'origine, mais c'est un schéma, un canevas qui existait aussi du théâtre italien, et de cette histoire de ces pères qui partent en voyage, et des 2 fils qui tombent amoureux de 2 jeunes femmes qui ne sont pas celles promises par leur père. Donc ça, c'est une espèce de nœud dramaturgique et qui permet à Scapin d'intervenir. Et c'est presque un prétexte. On a l'impression, pour Molière, de montrer de quoi il est capable, et comme un portrait, comme une présentation du métier d'acteur et de toute la palette de jeux qu'il a en lui. Et c'est un rôle total aussi, parce que Scapin, c'est à la fois un acteur majeur de la pièce, mais aussi le metteur en scène. Il prépare Sylvestre à jouer, il prépare Karl aussi, qui est son petit assistant, qui serait Octave aussi, le coach à affronter l'autorité du père. C'est quoi, la mise en abîme pour un comédien? Exactement. C'est un rôle. Et vous le ressentez comme ça? Ouais, très vite, en le lisant, on dit mais dès les premiers mots de la pièce, d'ailleurs, c'est vraiment énoncé. Scapin dit à vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Pardon, c'est un peu long. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme. Il refait toute la pièce. Qui fut ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui est acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Et là, c'est évidemment Molière qui parle, qui dit au public, à toute forme d'autorité, à tous les censeurs religieux, politiques, à tous les pères même, c'est moi le meilleur, regardez, je suis un génie, ça ne sont pas des fourberies, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça fait écho même à Cyrano, au panache, à la manière et à son art, en fait. Et donc, très vite, ça a collé avec, la voix de Molière qui, derrière, dit « Regardez-moi, je suis le meilleur », avec une fierté, une espèce de revendication. Pardon, je vous coupe, mais en même temps, il lui fait faire des choses. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible, ça. Il lui fait faire des fameuses fourberies, c'est-à-dire que il y a une forme, s'il y a une forme de mimite, enfin d'effet miroir, il y a aussi une forme d'autoscarification. Il le met quand même dans une posture de malin, de fourbe. Bien sûr. Et c'est tout le débat qu'on a eu après au plateau, parce qu'en fait, ça, c'est les premières conversations qu'on a autour du projet, de qu'est-ce que ça raconte au fond, pourquoi Molière écrit ça. Alors, il l'écrit dans une période assez particulière, il faut qu'il y ait une pièce au Palais Royal, puisqu'il y a tous les échafaudages de Psyché,
qui est la comédie-ballet qu'il écrit avec Lully et qui va se jouer. Donc tout le théâtre du Palais Royal est en travaux, il y a des échafaudages, et donc pour que Molière ne perde pas ses comédiens, pour ne pas que les comédiens aillent jouer dans d'autres théâtres, il faut leur donner une activité. Et donc il monte ça très vite, apparemment. Scapin est monté très vite, un peu à l'avant-scène. On suppose que la scène parce était que derrière, elle était très encombrée de toutes les machineries que nécessitait Psyché, où il y avait énormément de machinerie. C'était la première fois que le théâtre apparemment était exploité autant comme ça, avec tous ses ressorts techniques. Et donc, ça c'est le contexte de la création. Et après, donc on s'est dit, mais qu'est-ce que ça raconte? Alors oui, il y a de la rapidité, oui, tout est à l'avant-scène, il y a de l'urgence, il y a du face public, et il y a du théâtre de rue un peu, comme du tréteau, comme si tout ça était monté sur une place de village, devant une église. Et donc, on a beaucoup cherché, on s'est pas mal pris la tête quand même. C'était une création, alors vous y étiez pas encore, mais qui était assez éreintante aussi, étourdissante sur comment on fait en fait. Parce que vous avez phosphoré ensemble. Avec Denis Podalides. Oui, Denis, en même temps, il est en recherche, il y a toujours des cheveux comme ça. Et, il est dans tout ça. Attendez, faisons ça, non, c'est le laboratoire, on essaye tout. Et donc la scène, on l'a fait dans tous les sens, avec des accessoires qu'on finit par enlever. C'était assez vertigineux, la création. Il était beaucoup de questions de rythme, évidemment. C'est pour ça que c'est crevant aussi, c'est que Scapin, il est énormément chef d'orchestre. C'est quand même Scapin qui donne le tempo. Ah bah oui, c'est rare qu'il y ait un rôle aussi responsable de l'avancée d'une pièce rythmiquement et de la prise en charge de tout. Et donc, voilà, on était branchés avec Denis, on cherchait, on se creusait la tête. Moi, j'en ai parlé avec Denis Podalides, qui dit que vous êtes un acteur autonome. Et qui dit, voilà, et qu'il fallait ça, en fait, pour que ça advienne. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un à qui on donne du matériel et qui s'en débrouille. Et qui, après, vient proposer des choses. Lui aussi, j'avais besoin de lui, parce que peut-être qu'il m'a choisi en partie pour ça. Il a besoin de vous. Il avait l'air de dire que sur un rôle comme celui de Scapin, qui effectivement est une sorte de rôle de metteur en scène dans la pièce, il faut à un moment donné avoir une forme de liberté individuelle, quoi, pour y aller tout seul, parce que sinon c'est abyssal en fait. Les phases de proposition, peut-être, oui, c'est comme c'est la rencontre d'un rôle avec justement aussi une réflexion sur pourquoi on fait ce métier. C'est une tribune aussi c'est un endroit c'est un rendez-vous assez magique, presque métaphysique, troublant, de se dire mais pourquoi je fais ce métier? Ce rôle vous amène à vous reposer cette question de la nécessité, de la vocation et de la passion. Parce qu'il a un rapport au public total. C'est comme si quelqu'un qui veut se faire aimer, qui montre de quoi il est capable. Et c'est assez troublant pour ça. Surtout la scène du sac où il revient à 3 fois. Quelque chose de presque kamikaze, une espèce de cabot aussi qui il fait rire toute la salle, et puis ça continue. Alors il retourne une deuxième fois, puis une troisième fois, au risque de se faire prendre et de se faire taper dessus par les pairs. Et pour le comédien, au risque peut-être d'aller trop loin. Exactement. C'est quoi la limite? Quand est-ce qu'on sort de scène? Combien de fois on salue? Non, c'est vrai, et ça brûle. Voilà. Mais j'aurais mis une chose à dire là-dessus, mais c'est un vrai rendez-vous de questionnement sur la vocation et le désir de faire ce métier. Pour moi, Scapin, ça parle énormément de ça. Pour vous, qui prenez... alors, Iran, vous êtes arrivé à la 3e reprise. Ouais, je crois. Et vous arrivez à la 4e. Vous prenez ce train... vous n'avez pas vécu donc les moments de réflexion, de digression, de production, en fait, de ce qu'allait être ce Scapin-là. Vous prenez les choses en marche, vous avez ce sentiment-là, c'est-à-dire le sentiment que c'est une pièce qui raconte... Enfin, l'un des enjeux de la pièce, ça serait de raconter ce que c'est que le métier d'acteur et pourquoi on le fait. Ou alors c'est propre à ce rôle-là. C'est aussi très intime, mais... C'est quoi alors l'enjeu de la pièce, si vous deviez... Là, en l'occurrence, là, c'est plutôt par rapport au rôle de Scapin, où il y a ce personnage aussi qui met en scène et qui est acteur et qui se sent aimer du public et qui continue et qui est poussé jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit dangereux pour lui. Après, les autres personnages, c'est différent, parce que eux, ils ont une nécessité qui est celle de l'amour, il y a l'urgence aussi, et ils ont besoin d'aide. Et Scapin, c'est celui qui donne l'aide. Donc, il y a une différence par rapport à ça. Et par contre, en effet, déjà même dans l'écriture, que ce soit au niveau du rythme, il y a quelque chose auquel on peut pas échapper. C'est-à-dire qu'on arrive, on a beau penser ce qu'on veut d'une scène, mais le rythme, vu comment c'est écrit, on sait que le personnage est... Et même là, en revoyant par exemple Octave, je me suis dit, mais en fait, il est dans une nécessité, et
j'arrive pas à trouver 20 000 façons de le faire. Et j'arrive toujours au même point dans l'indication de Denis Podalides qui est Octave, en fait, là, il est là et il est en surventilation et il a vraiment besoin de Scapin, mais tout le temps. Et j'ai l'impression que on peut pas y échapper à cette écriture-là. Oui, s'il n'y a pas cet enjeu vital lié à l'amour, il n'y a pas de nécessité d'aider et la pièce s'écroule. Il n'y a pas de... En effet, c'est vraiment le moteur, c'est l'étincelle. Et d'ailleurs, même, là, par exemple, ce qu'on retravaille là dans la reprise avec Denis, c'est par exemple cette première scène avec Hyacinthe, entre Octave et Hyacinthe, où on a l'impression que c'est un peu le prétexte de départ pour réactiver Scapin et pour qu'il refasse ses fourberies. Et là, la question était, si cette histoire-là, cette histoire d'amour, on n'y croit pas, et qu'on le sert juste comme un prétexte de base, en fait, finalement, on n'arrive pas à tenir l'arc tout au long de la pièce. Il faut réellement qu'on y croie cet amour et ça devienne déjà une tragédie pour ces deux personnages-là dès le début. Et finalement, on a souvent cette discussion avec Ben, c'est pourquoi est-ce que Scapin accepte cette chose-là? Et s'il n'y a pas cette nécessité de la part, de faire des fourberies et d'aller tirer de l'argent à son père. Parce qu'il a eu des problèmes avec la justice, parce qu'il a failli en mourir déjà. C'est qui Scapin alors? Qu'est-ce qui l'anime? Mais franchement, on peut se poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui l'anime? Pourquoi il en est là? Pourquoi il est seul? C'est un valet. Et pourquoi en même temps, il surplombe tout le monde? Il est quand même au-dessus. Ouais, on est un peu des pantins pour lui, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, hein. Moi, quand je l'ai vu, le spectacle, je l'ai vu en 2019 avant le Covid, et là, bien sûr, je l'ai vu plein de fois en capta pour la reprise. C'est marrant parce que moi, le rôle de Scapin, je voyais pas du tout. Le côté fourberie, moi, m'est passé un peu étonnamment au second plan. C'est plutôt ce qui me reste en tout cas de cette sensation quand je l'ai vu, c'est génial parce que on donne à voir comment ce que disait Benjamin, un comédien joue à jouer constamment, et comment le jeu pour moi c'est un enfant ce personnage qui dit vas-y on joue au cow-boy au machin, on y joue tout le temps et en même temps on sert des situations. Et dans ce que tu dis, Biran, je trouve que moi j'ai repris il y a très très peu de temps, donc je suis pas encore peut-être assez dans tous les enjeux, mais j'ai l'impression qu'il y a dans les personnages et notamment chez les femmes, chez Hyacinthe, d'accepter que c'est des rôles qui sont au service d'une intrigue pour que ce personnage-là c'est une pièce pour moi qui tourne vraiment autour de ce jeu à lui, de comment presque j'ai l'impression d'être un peu un personnage d'un pantin appartenant à ce metteur en scène là qui tire les ficelles. Tu parlais de mise en scène, je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça, d'accepter que les enjeux des personnages autour sont ils sont forts, mais pour moi c'est l'inverse, c'est pas toi tu dis on a besoin de lui, oui on a besoin de lui, mais lui il a besoin absolument de ses personnages. D'ailleurs, ce qui est beau dans la mise en scène, c'est que dans leur première scène, leur retrouvaille, leur scène d'amour, de désespoir, et parce que Hyacinthe apprend qu'Octave, son père revient et que peut-être leur histoire est compromise, Denis me fait assister à ça, et justement là, on passe beaucoup de temps à travailler cette scène, en effet, comme tu disais, pour qu'il y ait quelque chose de très fort, de très sincère, de pas du tout gaguesque. On passe pas à côté de l'enjeu de l'amour. Pour que justement, comme vous me demandiez, c'est qui, pourquoi, je pense que c'est quelqu'un qui est surdoué c'est comme s'il n'existait que à ces moments-là, presque comme peut-être un drogué qui sait que quand il s'engage totalement à 2000% et qui se brûle les ailes et qui prend des risques, et contrairement à Sylvestre qui est l'autre valet, l'autre profil de valet qui est beaucoup plus prudent, qui a été beaucoup plus traumatisé par les coups qu'il a repris. Lui, quand il prend des coups, ça l'excite, ça le galvanise. C'est pour ça que je parle de kamikaze. Ce serait comme un sportif de haut niveau qui fait, je sais pas, de la chute libre ou qui ne se sent vivre et vivant que parce qu'il est surdoué là-dedans et que c'est à cette frontière de la vie et de la mort. Et donc, il sait que ça le brûle et que ça le met en danger. Et quand il y a l'occasion, il entend parler de père, d'argent, d'amour, c'est aussi ça, c'est le panache, c'est le goût revient, il sent qu'il va être tenté, comme si il avait les papilles qui s'animaient, il assiste à leur scène qui est bouleversante, qui est déchirante,
et il se fait prier. Cette scène est très drôle. Il se fait prier, genre non, et moi j'arrête. Je suis meilleur, hein, mais j'arrête. Ça y est, mais je suis meilleur. Allez, au revoir. Ça, c'est presque assez odieux. Il se fait prier parce qu'il est orgueilleux. C'est une part de sa personnalité. Parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il joue. Déjà, bien sûr, il joue. Pour savoir jusqu'où aussi il est prêt, Octave aussi. Parce que Octave, en plus, au début, il est à fond. Bon, après, il digresse beaucoup. Mais il y a un moment donné où vraiment, là, il est rattrapé par la réalité et il lui dit, non, mais Scapin, en fait, je ne peux pas, en fait, vivre sans ton aide, tu vois. Et quand Hyacinthe elle arrive aussi, c'est maintenant, s'il te plaît, tu vois. Et jusqu'au bout. Et surtout, ce que je trouve d'intéressant, c'est jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, parce que Octave, il est un peu ingrat à un moment donné. Il peut le lâcher. En tout cas, il peut être lâche. Il peut, voilà. Oui, on lui donne l'occasion, et par contre, une fois qu'il a ce qu'il veut, il peut s'en aller, quoi. Et qu'il est pas, en tout cas, reconnaissant, en tout cas, de ce que Scapin, ça parle aussi de l'ingratitude des jeunes, de leur légèreté en amour et de et puis surtout, leur ambition très, et puis de voir à quel point, Scapin, à la fin, se retrouve seul. Et je trouve ça aussi, c'est super intéressant. C'est un peu une interprétation. Ouais, mais c'est-à-dire, c'est la vôtre? C'est celle de Denis. Ouais. C'est normalement, là, cette fin est festive. Alors, on donne la fin, mais peut-être que les gens connaissent la pièce. Mais c'est un grand... Il y a une dernière pirouette de Scapin, une dernière fourberie pour se faire excuser des pères, notamment de Géronte, qui a quand même bien roué de coups. Il l'a roué de coups dans la fameuse scène du sac, humilié. Ouais. Et donc, quand Scapin fait cette dernière scène, un peu comme dans Cyrano, où il s'est pris un marteau de tailleur de pierre qui lui a ouvert le crâne, brisé l'os, et donc il arrive avec son bandeau ensanglanté et il dit je vous demande pardon, donc il essaye de déclencher la pitié chez les pères, et donc il évoque ses coups de bâton. C'est la honte pour Géronte qui dit non. Voilà, et au final il est pardonné, Scapin est pardonné, normalement il est porté en triomphe, espèce de grande danse de joie où qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure. Mais la l'énième et ultime fourberie est découverte par tout le monde. Là, pas, c'est plus mélancolique. C'est pour ça qu'on dirait un enfant, on dirait qu'il veut être aimé jusqu'au bout et qu'il serre la cause des justes, ce Scapin. On le laisse, tout le monde part, et lui, il reste seul. Ça, c'est votre interprétation. C'est l'interprétation de cette de mise en scène-là. Exactement. Là, vous êtes en train de répéter, 4e reprise, vous continuez à creuser, à chercher, ou vous êtes en train de vous ajuster. Est-ce qu'on ajuste en fonction de ce qu'on a reçu du public, puisque c'est une pièce qui a rencontré un immense succès, qui a été beaucoup jouée. Enfin, cette mise en scène-là, avec vous, c'est une pièce qui a été vue au cinéma. Est-ce que ça modifie peut-être votre perception des choses ou votre jeu? Il y a un trac lié à faire jouer les fourberies de Scapin dans la maison de Molière. De toute façon, ça paraît énorme, parce que cette pièce, c'est un des tubes de Molière. Pour les 400 ans en plus de la naissance de Molière, il y a un rendez-vous, et ça doit être la 4e fois. Les gens qui seront dans la salle, a priori, l'ont pas vu. Il y a une attente, il y a un écho du spectacle, peut-être du succès qu'il a eu. C'est un rendez-vous, donc de toute façon, on se sent tout le temps responsable, et c'est l'occasion, comme c'est la 4e fois, de re-questionner, de rechercher. Et ce qui est assez troublant dans ces moments-là, c'est qu'on retrouve une musique. C'est-à-dire que c'est comme quand on a des réflexes, quand on reprend le vélo, le ski, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais tout d'un coup, dès qu'on s'implique, dès qu'on s'engage, tu l'as pas encore joué, Elisa, mais Iran, je pense que tu ressens la même chose, on entend comment on le jouait. Ouais. On entend comment on jouait, le théâtre c'est de la musique, le jeu c'est de la musique, c'est musical, et on se questionne, est-ce qu'il faut que je me remette dans ces pas-là, ou est-ce qu'il faut que j'essaye coûte que coûte de jouer différemment? Pourquoi jouer différemment? Pourquoi c'est notre travail d'acteur, c'est de réentendre le texte chaque fois. Mais... Et là, vous êtes dans ce questionnement-là, précisément. Comme on refixe des choses, on voit qu'il y a des réflexes qui sont peut-être à évacuer. Des petites blagues qui sont installées, des lazzi. Et Denis nous a dit un truc très juste, c'est lazzi, s'ils viennent
dans un moment où vous êtes, je sais plus ce qu'il a dit exactement, où ça se passe hyper bien, qu'il y a une espèce d'osmose avec le public, si ça vient, tant mieux. Mais il faut gommer tout ça. D'ailleurs, la pièce, ça faisait 1h50 à la création en 2017 et on a terminé, ça fait 2h02, 2h03. Non, vous avez gagné quasiment un quart d'heure. Ouais, c'est assez troublant. Et d'ailleurs, on disait, il faut surtout pas passer 2 heures, c'est mauvais signe. Ouais. Faut rester même à 1h50, 1h58, 1h57. Parce que ça, en même temps, c'est pas prendre son temps, c'est qu'elle s'installe, mais aussi dans le bon sens du terme. Comment c'est vous pas prenez quasiment un quart d'heure avec cette mise en scène là, c'est-à-dire, et ce rythme-là, qui est quand même extrêmement cadencé et c'est de la dentelle. Il y a des scènes qui s'installent un peu, justement, c'est le risque. Et c'est pour ça que les captations sont... moi, je trouve parfois, c'est très douloureux de les voir, parce que c'est jamais très flatteur, sauf quand la captation est vraiment bonne. Parfois, Pathé s'y prend très bien et c'est très pensé avec le metteur en scène, c'est réfléchi. Mais sinon, nous, on a des plans larges comme ça et c'est toujours douloureux de se voir. C'est toujours galère. C'est vraiment, tu fais ah, et à la fois c'est très. Plus que quand vous vous voyez au cinéma, ça n'a rien à voir. Ouais, beaucoup plus. Ah ouais. Le pire, je crois, c'est le reportage. Le reportage. Ouais. Genre quand t'as une caméra d'un reportage de télé. En répétition, ou sur scène, ou en jeu. C'est vraiment une caméra qui se balade dans la salle et là c'est d'une violence, je trouve. Mais on apprend énormément, notamment sur le rythme. Voilà, en revoyant la captation, je mets ça de côté, le fait de ne pas aimer se voir, mais je me dis ah là, faut aller plus vite là. Ça saute aux yeux. Faut juste dépasser la barre des désagréable d'inconfort. C'est ça, mais il y a aussi le public aussi qui se régale de toutes les situations aussi. Et ce qui fait que forcément il y a des rires qu'on peut pas anticiper. Par exemple, là on répète et on se dit qu'il faut que ça avance, mais par contre je suis sûr qu'on va être piégé dès qu'on va rencontrer le public, où en fait on va dire une réplique, on va dire enchaîner quand le public crie et forcément pas de rire. Et donc il y a cet endroit où on se dit bon bah voilà, ça y est, on a fait rire à ce moment-là, dans cette réplique-là on s'y attendait pas ou autre, et forcément il faut qu'on adapte le rythme par rapport à ça. Et petit à petit il y a un nouveau rythme qui s'installe avec le public. Donc là, par exemple, là dans les premières scènes, on sait qu'il faut qu'on avance. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a la drôlerie aussi de Molière qui a été écrite et que forcément il y a des réactions, des répliques qui vont être données, qui vont faire rire le public et qui vont les asseoir. Et aussi, surtout, les scènes d'exposition sont pas évidentes. On donne tellement d'informations, de personnages qui arrivent, il faut resituer, et puis il y a d'autres personnages qui répètent aussi encore pour que bien l'information rentre dans la tête du public. Et ça aussi, il faut prendre le temps aussi de le raconter, plutôt que après, une fois que c'est emballé, et puis après, une fois qu'on sait que tous les personnages, comment ils sont mis en place, et puis ça y est, la machine est lancée. Mais aussi au début, il faut prendre le temps aussi. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Mais alors ça, par exemple, vendredi, qui va prendre la responsabilité de ralentir s'il faut ralentir, parce qu'on sent que le public est pas arrivé là où si vite. Ça dépend vraiment des scènes. Mais ça se joue comment? C'est entre vous? C'est une histoire d'écoute, je pense. Ouais. Ah, mais il y a un collectif sur scène, oui. Et il y a un collectif dans la salle, donc oui, c'est ça. Il faut arriver à... Il faut trouver l'équilibre. C'est surtout la première partie où il y a l'intrigue qui est annoncée, une scène d'exposition avec Octave, et puis après, dès que j'ai dit oui, allez, il faut avancer, il faut faire confiance à l'intelligence du public, il faut bien articuler, mais il faut pas être dans quelque chose d'explicatif, de volontaire, Et il y a aussi l'oreille de cette langue ancienne, ce français ancien. Je sais que souvent les enfants, par exemple, ils sont sur les premières scènes, ils sont un peu, il faut habituer son oreille à cette langue, et c'est qu'il faut décrypter au début, de faire oh là là, je comprends rien, ah d'accord, ça parle comme ça. Et petit à petit, après, hop, ça y est, on est habitué à se familiariser. Ils sont bilingues. Ouais, c'est ça. Et ce genre de recréation, c'est aussi l'occasion de re-questionner les parcours de certains personnages. Et enfin là, on travaille beaucoup aussi sur Hyacinthe, justement, sur des volontés de Denis aussi d'aller à un endroit qu'il avait en tête depuis le tout début, et d'essayer, quand il y a une nouvelle aussi comédienne... Par le jeu de l'alternance et donc l'arrivée de nouveaux comédiens, ce qui est votre cas. De revisiter... Vous arrivez sur Hyacinthe, qui était joué par Claïna Clavaron. Créé par Pauline Clément. Joué après par Claïna Clavaron et Jennifer Decker aussi en tournée. Et Claire Et Claire de la Réunion aussi,
Ouais. C'est fou l'alternance. Et vous, là, vous arrivez en alternance avec Laïna. Voilà. Et vous disiez que vous aviez regardé les captations. Comment est-ce que vous prenez le rôle ? Il y a des répétitions avec... Justement, c'est un peu... Enfin, les reprises de rôle, de toute façon, c'est toujours un endroit très particulier parce que c'est pas... on plonge pas dans une proposition, on vient dans les pas de quelqu'un d'autre, qui est déjà dans les pas de quelqu'un d'autre, qui est encore dans les pas de quelqu'un d'autre. Donc, faut suivre un rail et à la fois, on se dit, j'ai pas la même énergie, je suis pas la même comédienne, j'ai envie de proposer autre chose, mais on va dire le spectre est serré. Étroit, ouais. Et en même temps, il y a une histoire qui est plus forte que toi et qui est là pour raconter ce que tu as à dire. La différence là, ce qui est intéressant, c'est que Denis, il a une image qu'il essaye là, alors qu'il a pas essayé forcément, c'est ça que tu disais, Benjamin ? Si, mais c'est parce que c'est l'occasion d'essayer de... Si, bien sûr. Si. Il a quelque chose en tête. Et qu'il essaye aussi de traduire, de re-questionner. Sur la Madone, un peu, enfin sur le côté très, justement pour pas passer les enjeux de cette scène d'amour entre Octave et Hyacinthe qui doit se faire, ils s'aiment et voilà. Il veut poser cette scène. Et c'est vrai que quand on lit ou quand on regarde, on se dit bon, ça va vite, c'est Molière, j'ai envie de le jouer comme ça, avec mon énergie. Et en fait, il essaie de prendre, j'ai l'impression, un peu le contre-pied aussi pour faire exister cette scène. Et du coup, il y a un peu à la fois cet enjeu-là d'exister, de pas être dans le même rythme, ni de Scapin, ni d'Octave, ni de Molière, ni de cette pièce, d'être à un endroit un peu plus posé. Et d'accepter que ce qu'on dit, on le dit, voilà, de poser les choses, on travaille là-dessus. C'est des choses un peu romantiques, mais dans le sens rapide, oui. un peu comme ça. On le voit comme ça, en fait, quand on lit. Avec le risque du cucul, enfin, c'est pas vraiment un très joli mot, mais que ça soit un peu... Cucul-la-praline, vous voulez dire ? Cucul-la-praline. Voilà. Parce que les personnages féminins, ils sont... Enfin, pas Zerbinette, parce que c'est pas le même, mais Hyacinthe, c'est une jeune première. Voilà, les jeunes premières, elles sont là, elles sont amoureuses. On a envie de montrer qu'elles sont amoureuses, et puis salut. Et là, il y a un désir de poser, de montrer que c'est important, quoi. Et vous pensez que Denis Podalides, question Tarte à la crème, après la praline, qui est metteur en scène et comédien, s'adapte aussi, parce qu'il sait la façon de faire, à vous en tant que comédienne ? Ou est-ce qu'il modifie les choses parce que vous n'êtes pas la même comédienne que le Laïna Clavaro? Je ne l'ai pas assez pratiqué, Denis Podalides. Mais je sens pas... Est-ce que ça joue dans sa façon de faire? Moi, j'ai pas ressenti ça dans la reprise. Non, ce qui change, c'est surtout la manière dont il te parle. Oui. Pour te mener, en tout cas, au but et dans l'intention qu'il recherche. Il va pas changer les enjeux en fonction de l'acteur. Les enjeux vont rester les mêmes. Mais par contre, les mots vont changer. Il va donner une indication et puis voilà, si tu comprends pas forcément, il va trouver d'autres mots et c'est ça qui change. Donc c'est ça aussi qui montre qu'aussi c'est les grands metteurs en scène, souvent c'est ceux qui trouvent les mots. Ça sera forcément des interprétations différentes. Et ça, je pense que c'est une richesse et qu'il le sait et qu'il n'est pas question de faire jouer Elisa comme joue Laïna. Par contre, en effet, il a ce rêve d'un théâtre, il disait presque un théâtre que Hyacinthe soit comme une reine et qu'elle instaure quelque chose d'un respect et d'une... Presque énervant, il a dit. Il y a un truc, il faut qu'elle soit presque énervante en fait dans ce côté absolu à dire que voilà tout est un peu grave. Enfin voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut qu'elle nous énerve un peu en fait. Donc ça c'est rigolo comme indication. Quoi. Tu vas faire ça très bien, Elisa. Oui, je sais. Faut une ambiance. Il dit Denis Podalides que cette pièce c'est du théâtre pur. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? C'est un petit peu, je pense, ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport public. C'est pas toujours du théâtre pur. Si, mais là il y a quelque chose de l'ordre du théâtre. Dans le théâtre. Du théâtre. Pas de l'image d'Épinal, du théâtre, justement, de la place du village, du rapport brut un public, des acteurs, une planche. Monsieur Non, c'est une maison, la ruche, c'est la ruche. Il y a de la vie. Il y a un extincteur. Il y a une limite aussi. Il est embêté, monsieur. Va bien.
Alors, Donc, qu'est-ce c'est qu'on en voulait? une Oui, planche, théâtre pur. des acteurs, un public, et ça suffit. Il y a quelque chose de l'ordre du brut, quelque chose d'un peu primaire, ancestral, traditionnel de ce qu'on entend par théâtre. Et c'est pas un jugement de valeur du tout, c'est une simplicité là. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on l'a à la fois vu dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a une étape du travail où on était un peu entre nous et on n'avait pas ce rapport public. Il y avait ce fameux quatrième mur et on essayait de faire vivre cette intrigue comme une fiction presque réaliste. Ça, c'est une étape pendant les répétitions? Bien sûr. Ouais, d'accord. Et ça a duré longtemps. On ne prenait pas en compte le public. Et puis au fur et à mesure, il y a quelque chose qui résistait. Pas qui mourait, mais ça prenait pas. Ça compotait, quoi. C'est pas le bon mot, mais ça. Et puis à un moment donné, je sais pas, moi j'avais cet instinct d'aller ouvrir le public, c'est peut-être mon côté un peu cabot, mais d'aller choper le public et ça ouvrait quelque chose. Et en fait, Denis et puis Eric Ruff qui fait les scénographies souvent de Denis et qui vient mettre son grain de sel aussi pour trouver des solutions par la scénographie. Et ça a été très très précieux sur la fin de la création. Ça, cette scénographie, on en reparlera, mais elle est très exigeante pour vous. Hein. Elle vous force à vous faufiler. C'est pas si simple d'ailleurs, c'est pas juste épuré, comme l'était d'ailleurs la mise en scène de Jean-Louis Benoît avec Philippe Torreton qui était plus... Là, c'est très accidenté, vous êtes très grand, il faut vous faufiler dans des tout petits trous, des interstices, ils vous ont contraint en fait. C'est vraiment le port de Naples, quoi. C'est les bas-fonds, c'est de la boue, il y a des échelles, et ça c'était le terrain de jeu. Mais juste pour finir sur En fait, Denis a constaté que quand Molière était adapté à la télévision, au cinéma un peu moins quand même, mais souvent ça avait tendance à ne pas fonctionner, ou à mourir un peu. Et c'est parce que en fait, si le public n'est pas là en direct, si on n'assume pas qu'on est au théâtre, eh ben, c'est pour ça quand peut-être que Denis parle de pur théâtre, c'est que il faut assumer et tout de suite instaurer ce rapport au public, cette complicité, ce fait qu'on les a vus, nous savons qu'ils sont là, et eux savent qu'on est là, et Becherel. Et en effet... pas mal, pas de français. Pas fou. Et, non, mais c'est donc, en fait, on n'a pas corrigé. C'est les codes. Et ça, tout de suite, ça a fonctionné, et c'était évident qu'il fallait se servir de cette complicité, et que Scapin, il est en complicité avec le public, il dit, regardez, vous êtes prêts à me suivre, regardez ce que je suis capable de faire, et de rentrer dans les cerveaux. Et donc en ça aussi... Mais là, ça nécessite pour vous une mécanique intellectuelle, même physique et intellectuelle délirante, parce qu'il faut rentrer dans les cerveaux des personnages, il faut rentrer dans les cerveaux du public. Ouais. Donc c'est un ping-pong permanent. Oui, mais c'est de la simplicité et c'est de l'épure. C'est-à-dire que ce décor appelait à se servir de tout. On avait un rêve pour la première scène avec Argante, quand il essaye de retourner le cerveau d'Argante en lui disant que si, Octave va épouser cette femme, parce que s'il ne le fait pas, ça sera la honte, et la honte pour vous aussi, Argante. Et en fait, on avait toute une scène où je lui prenais à son bâton, je le faisais tourner, je le prenais dans mon dos, je lui faisais manger des crustacés, des coquillages, on avait des bigorneaux avec des petits pics, et puis il y avait une espèce d'énorme chorégraphie, un rêve aussi de mise en scène, de lui donner le tournis, et tout ça, en fait, on l'a répété. Et c'est parti. Et puis c'est parti. Même les photos du programme ne sont pas les bonnes. Les photos du premier programme, qui étaient prises à 3 jours de la première, parce que le filage photo, c'est à 3 jours de la première, toutes ces scènes-là n'étaient plus dans le spectacle, ont été totalement évacuées, et en fait, Scapin, on l'a mis au milieu, à poil. On l'a assis, et on s'est dit, c'est un chirurgien des âmes et des cerveaux, et il rentre dans la tête d'Argante, et il n'a pas besoin d'effets, quoi. De tous ces effets, mais c'est juste par la parole et par son intelligence qui va complètement déstabiliser Argante. Elisa, vous venez d'arriver, mais vous avez répété, vous avez vu le spectacle, avec votre point de vue encore un peu dehors et complètement dedans. Qu'est-ce qui marche? Parce que c'est vrai qu'il est miraculeux, ce spectacle. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui emmène tout le monde? C'est un peu ce que j'ai dit, je vais me répéter. Pour moi, c'est le fait
jouer aux cow-boys et aux indiens avec rien. Il est à poil, enfin tous, hein, tous les personnages. Pas complètement à poil. Je préfère Pas prévenir des gens Pas qui totalement, pourraient être déçus. C'est pas tout public. C'est tout public. Il a un petit short, un petit bermuda, un soir à Marais. Un petit truc caché. Mais à part ce petit cache, c'est quand même très... allez, on joue à jouer. Et quand je disais il sert la cause des justes, pour moi, c'est pas pour moi, ça n'est pas un fourbe. Mon interprétation, c'est pas un fourbe. C'est quelqu'un qui, c'est un enfant, c'est un joueur, et ça joue au premier degré. C'est pour ça que c'est aussi jouissif à écouter, ce spectacle, cette langue aussi, parce que, dans la bouche de chaque personnage, elle est vive, elle est mordante, elle accroche, elle est avec. Et c'est vrai que c'est à la fois parce que c'est Molière, mais c'est aussi, je pense, cette mise en scène et particulièrement cette pièce, je trouve. On a envie de jouer, on a envie d'y aller en fait. Quand on regarde, on se dit au bout de... Mais c'est très rapide quoi. Vous dire en tant que comédienne Non, en tant que spectatrice. En tant que comédienne, j'ai pas encore totalement pu l'expérimenter là, mais enfin pas assez. Mais bien sûr que j'ai envie d'aller jouer, mais en tant que spectatrice, je trouve qu'il y a un truc qui donne envie. Et c'est rare au bout de 5 minutes de se dire j'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer avec, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il va dire, et chaque... Il y a des trucs quoi, il a plein de trucs Scapin, il a plein de tours dans son sac quoi, donc c'est génial. C'est un peu un justicier aussi. C'est un justicier de ouf. Donc c'est pour la bonne cause, c'est pour l'amour, donc quelque chose de noble, et du coup c'est jubilatoire, et c'est une espèce de catharsis pour le public, qui est aussi pas toujours sollicité comme ça, parce que là très vite justement on les regarde, et donc les gens ne sont pas comme ça dans leur fauteuil, j'espère. Non. Il y en a sûrement qui dorment. Comme ça. Mais on les sollicite, et c'est comme si on les invitait, la bordure plateau, elle est mince, il y a une espèce de... Ils pourraient se retrouver sur scène assez vite. Je n'en dis pas plus d'ailleurs. Les enfants, il y a pas mal d'enfants qui viennent. Voilà. Alors les enfants... On y est. J'ai rien dit. Non, mais il y a... C'est actif, oui, il y a une participation. Les enfants sont active. actifs. Les enfants sont... Ça fait, d'ailleurs, c'est hyper touchant pour nous, mais beaucoup de jeunes viennent aussi pour la première fois au théâtre, souvent à la Comédie Française. Et puis le fait qu'il y ait un spectacle comme ça, jeune public, tout public, beaucoup de familles viennent avec leurs enfants. Et c'est arrivé qu'à la fin du spectacle, je vois des parents qui viennent, qui disent « Il s'est pas endormi, il a même ri, vous vous rendez compte ?» Et il a écouté du début à la fin, une espèce de miracle. Ouais. Et la joie des parents de voir que leur enfant a accroché au théâtre. Et c'était la première fois, et ils ont même envie de revenir. Alors ça, c'est comme s'il y avait quelque chose de... Vous aussi, vous rentrez avec ce spectacle. Ce spectacle-là, c'est une espèce de Rolls, en fait, pour rentrer à la Comédie Française. Surtout, c'est vrai, en plus, quand ça marche aussi bien. Ouais, quand ça marche, en effet. C'est vrai que rentrer, en tout cas, avec un spectacle comme celui-ci, c'est plus facile. C'est plus facile parce que on a juste à rentrer et en fait, ça roule. Ça roule, on y va, on s'amuse. C'est jubilatoire. Surtout, ouais. Vraiment, en plus là, en l'occurrence, là, c'était en tournée, donc du coup, en plus, on pouvait comparer de ville à ville, avec des énergies différentes aussi, des réactions qui sont différentes aussi, comment telle phrase, telle réplique réagit, en tout cas, le public réagit dans cet endroit-là de la France et à d'autres. Donc, en effet, et puis, je trouve que c'était un des meilleurs moyens de pratiquer un peu cet art-là, parce que c'est un théâtre simple, on rentre dans les enjeux, on fonce. Voilà, on réfléchit pas, il n'y a pas de psychologie à avoir. Une fois que les enjeux, on les connaît, eh ben on y va, coûte que coûte. Et à la fois, c'est pas que un cadeau. Parce que quand ça marche, en fait, on se dit « Ah, mais c'est facile, c'est efficace, et machin », mais on a quand même une sacrée pression aussi de bien démarrer, et d'emporter les gens, et d'un pari à remplir. Mais il est exigeant, comme vous disiez, le spectacle. Il n'est pas si facile à... Mais quand ça marche, par contre, on est récompensé. On est porté, et puis... moi, en l'occurrence, je dis sincèrement... Parle sincèrement. J'avais rien à faire. Tout était là, en fait. Tout était là, les acteurs étaient là, la mise en scène était là, le texte était là, le public aussi. Donc, en fait, on arrive et on fonce, quoi. Après, bien entendu, nous, on fait notre travail, c'est-à-dire de trouver le sens et d'essayer de donner beaucoup de relief, en tout cas dans la langue, dans les déplacements, et puis de faire en sorte que chaque représentation aussi soit différente et qu'on donne des couleurs différentes. Mais en vrai, il y avait un plateau, en tout cas, en tant qu'acteur, à manger, qui était absolument incroyable. Donc, et puis c'est de la dentelle aussi, mine de rien, même si on a l'impression que c'est du Molière et que c'est... Mais en cela, je trouve que c'est difficile. Parce que quand c'est écrit comme ça et ciselé comme ça,
ça ne supporte aucune approximation, en fait. Oui, il faut être précis. Beaucoup de travail. Ça faut être précis. C'est assez bavard aussi, ça cause beaucoup. Est-ce que c'est une pièce qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire pour ce qu'elle est, ou est-ce que c'est une pièce qui fait écho à quelque chose de contemporain, est-ce qu'il y a un enjeu, un truc à décrypter, qui pourrait raconter quelque chose de notre époque à nous? Il y a un peu une petite lutte des classes, parce que c'est les valets, justement, notamment, qui... Une petite lutte des classes. Petite lutte des classes gentilles, des familles, quoi. Non, mais il y a ce rapport de classe, en tout cas. Il y a les puissants, et puis les valets, qu'on vient chercher dans les bas-fonds, et on leur demande de l'aide, et c'est aussi pour ça que c'est peut-être un peu une espèce de... je cherche le mot, pas de catharsis, mais c'est étonnant de voir les gens applaudir le tabassage d'un vieux monsieur riche et avare. En plus, on a beaucoup d'affection en plus pour ce personnage, même s'il est riche et avare pour Géronte. Bien sûr, il faut qu'il ait de l'humanité, parce que justement, qu'on se dise pas c'est juste un monstre, il est en effet, en plus dans l'interprétation de Didier. Mais... Ouais, Didier, Sandre lui donne... Ah oui, on a envie de lui faire un câlin à ce grand Géronte. Ouais. On a envie de le guérir de son avarice. Il souffre tellement. Oui, il souffre. Donc il y a quelque chose de vraiment, en effet, un peu troublant aussi dans la violence du spectacle, de cette vengeance. Cette scène-là, elle est particulièrement forte dans le sens où elle est presque malaisante parfois. Il frappe tellement fort. Et on se fait tellement avoir. C'est Guignol, c'est-à-dire que Guignol, c'est quand même les enfants hurlent de rire devant Guignol qui tape un policier, souvent c'est un policier. Donc le policier, c'est l'ordre, l'autorité, et donc ça c'est en effet dès le jardin d'enfants, quoi. Le passage à tabac, ça plaît en fait, voilà, ça fonctionne bien. La moquerie, cette pure, je sais pas comment on dit ce mot, cette exutoire. Cet exutoire de voir quelque chose qu'on n'a peut-être pas le droit de faire, et puis là les autres le font pour nous, et donc on sort, voilà. C'est fait. Cette transgression, parce que c'est ça, les pères, c'est l'autorité, ce que je vous disais, mais ils s'incarnent, en tout cas à l'époque de Molière, la censure, les riches, les puissants, le roi, toute forme d'autorité. Est-ce qu'il est du côté des femmes, Molière? Moi, je trouve qu'il est pas hyper sympa avec les jeunes premiers. Non, est-ce qu'il est... Il est souvent du... Pourquoi vous souriez? Parce que c'est une discussion que vous avez eue ou pas? Non, mais parce que en effet, je trouve que après, c'est plus général, ça dépasse cette pièce-là. Je trouve que il y a quelques jolis rôles de femmes, enfin, jolis entre guillemets, mais c'est... Les femmes... c'est pas les clowns, les femmes. C'est pour une comédienne, c'est sûr que... Zerbinette. Oui. Enfin, une scène très difficile. Zerbinette, c'est clair. Zerbinette, c'est clair, c'est un personnage qui porte plus, on va dire ça. Une part molièresque. Enfin, oui, tout à fait. Molière. Tout à fait. Puis les coups de cœur qu'il avait aussi pour certaines actrices à qui il offrait. Oui. On imagine que c'était le cas. Mais c'est vrai que les jeunes premières. Oui, je crois que c'était ça. Ça me fait penser toujours à la Reine de la Nuit pour Mozart. Ah oui, très bien. Dans Amadeus, il y a cette vision, il voit cette femme et il se dit, je vais lui faire ce rôle-là. Et Zerbinette, pardon, c'est... Non, mais voilà, les jeunes premières moi, je trouve que c'est le plus dur. Honnêtement, je trouve que c'est le plus dur à jouer cette espèce de truc très pur, très sincère, très premier degré, sans se moquer de soi-même, c'est très beau quand c'est très très bien fait, mais je trouve que c'est pas du tout simple à faire ça. Et comment on y arrive en élaguant, en épurant Je sais pas. Ce qui m'intéresse là, on va dire, c'est que là, j'ai pas 20 ans pour le jouer, j'en ai 32, que je l'aurais peut-être pas abordé pareil à 20 ans, que là, il y a un truc où j'ai pas envie de l'aborder pareil non plus. Et à la fois, il y a la vision d'un metteur en scène que je trouve très chouette parce que je me dis, super, je peux l'emmener vers cette queen noire. Enfin, ça peut agaçante, ça peut en devenir un personnage justement assez fun à faire, mais ouais, je trouve que faut se creuser un peu les méninges quand même si c'est sur le papier une jeune première. Enfin, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Laïna?
Avec Laina, déjà, on n'a pas le même âge, hein, aussi. Non. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut pas être les mêmes Hyacinthe. On s'est pas vraiment parlé du personnage. On a parlé, ça va vite, les reprises. Donc, faut, voilà. Vous avez combien de temps de répétition? On a eu Cette semaine, on a eu la semaine dernière quelques jours. On a quelques jours, en fait. Genre, Quelques jours. 3-4 jours pour retrouver les scènes en salle de répétition. Voilà. Puis après, on a ces fameux plateaux qui sont un peu sacralisés parce que il y a tellement de mouvements. Ouais. Et on a 6 Plateau avec décor. 6 Voilà. plateaux avec décor où on peut, là, vraiment dans l'espace, retrouver nos marques et puis re-questionner la pièce. Moi, je fais mon premier filage tout à l'heure, par exemple. À quelle heure? À 13 heures. Je sais pas pourquoi je pose cette question. Oui. C'est-à-dire qu'on est le matin. Dans une heure et Ça demie. vous donne une petite indication. Et non, il y a Mais pas. pour vous, c'est plus vertigineux. Enfin, je dis pas que ça l'est pas pour vous, mais bon, Ah bah si. 174 Oh, bah, représentations, ça Benjamin Laverne. Ça ronronne, bien sûr. Ça ronronne. T'as raison. Non, il faut prendre vraiment le train en marche. Faut prendre le train en marche et faut sortir assez vite des choses assez techniques parce que c'est précis, parce qu'il y a une lumière ici et pas là, que là t'es dans l'ombre, que il y a un escalier qui est comme ça, que si t'as le vertige c'est pas grave, que si, enfin, faut aller vite quand Faut pas même. avoir le vertige, ouais. Non, Ouais, dans tous les sens du terme, non mais c'est vrai. non, c'est vrai. Il est assez. Il est comme ça, le Tout en truc. viennent tous les gens de la ville qui descendent. On sent que Denis Podalides et Eric Ruff se sont un peu amusés avec ces Les acteurs. auteurs. Ils ont confiance en vous. Toujours étonnant que les scénographies soient décidées avant Ouais. les costumes, parfois aussi, souvent même. Et on arrive dans un, Ouais, vous aviez déjà pas dans commencé un à- jeu, dans un monde qui est pensé, qui est dans la tête. Et après, concrètement, il faut voir ce qu'on fait avec cet outil. Ouais. Vous C'est aviez un pas outil. commencé à répéter quand il y avait le décor? Non, on répète dans une idée du décor, toujours en salle de répétition, Le avec, décor est présenté au début. quoi. avec un mobilier qui représente les volumes. Oui, mais il y avait une idée, quoi, de... Oui. Bien sûr. Il y a des dimensions au sol et tout ça. Mais en fait, après, même le rapport au sol, là, c'est un peu mou, c'est un peu... Vous parliez des représentations horribles à regarder, mais moi je me souviens d'un reportage sur les répétitions de Scapin, Ouais. et vous découvriez le, Ah oui, le décor. Ouais. Et c'était pas du tout comme les blocs et les cubes, et il y avait moins de place, et c'était... Ouais, il il y a toujours un fallait côté, repenser... Ok. Vous Et vous puis il y a souvenez tous de les ça ou recoins. pas? Oui, il y a les Non. recoins. Ouais. Tiens, il y a une cage avec des crevettes dedans. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est comme si tu disais, allez, je vous mets ça, démerdez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc, faut pas non plus justement oublier le texte et pas dire, ah, je vais faire ça, puis je vais faire ça, et puis là, je vais passer sous l'échelle. Et on a envie d'exploiter ce lieu. Il y a une trappe. Qu'est-ce qui se passe dans cette trappe? Ça, justement, c'est majeur. Est-ce que c'est juste à un moment donné, au début, pendant très 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 longtemps, c'était juste un égout, donc on pouvait l'ouvrir, et puis on imaginait qu'il y avait de l'eau, on va mettre de l'eau, et puis c'est une scène où on le torture, là, où c'est pas Octave, c'est Avec Léandre. Léandre, pardon, qui coule. Puis on l'a utilisé comme ça, pendant longtemps. Et puis à un moment donné, on se dit, mais non, mais en fait, peut-être que c'est juste un endroit d'où sort Scapin, mais il va pas sortir de l'eau. S'il y a marée haute, marée basse, on se pose des questions là comme ça aussi de cohérence. Donc il vit pas dans l'eau. Oui, mais non, alors en fait, c'est pas. La mer, elle monte pas dessous, c'est sa grotte, quoi. Et après, on s'est dit, je vais pas venir du fond des rochers, comme si je venais au début, c'était ça, je sors d'une baignade en tenue d'Adam, et puis j'arrive sur les rochers. Et on m'entend chantonner au loin. Scapin, en fait, il a pris sa retraite, il a tout arrêté, il a la belle vie, il se baigne. Et quand il entend les pleurs d'Octave, ah, ça l'intéresse, il entend le mot père, argent, donc il se pointe. Pourquoi pas? Et pendant très 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 longtemps, jusqu'à 5 jours de la première, c'était ça, l'entrée de Scapin. Et en fait, Eric, le scénographe, qui lui a pensé cet espace avec Denis, nous a dit, est-ce que ce serait pas mal que Scapin, en fait, Il sorte de la la trappe? Puisque c'est là aussi que le sac, Mm. ça on l'avait déjà aussi, il y avait cette scène du sac où le sac sortait de la trappe, re-rentrait dans la trappe, et ça nous a paru évident. Et puis, il y a un côté polyphile. Ça veut dire que C'est son endroit. 5 c'est jours de là. avant la première, la trappe devient structurelle dans la pièce. C'est quoi. de là, ouais, exactement. C'est là d'où naît Scapin. C'est là d'où il sort le sac. Mm. C'est là où il meurt. C'est la C'est là où il la sort, matrice. il rentre. Et ça,
ça nous a paru évident. Alors ça, c'est flippant. Parce que Oui. quand c'est ce que j'allais on nous dit, demander. et à 5 jours de la première, Denis, on voit un filage et dit, ça va pas, ça marche pas. Et là, vous avez beau dire, je suis un acteur un peu aguerri, je peux être libre et force de proposition, bah, vous voyez dans les yeux de votre metteur en scène que ça va pas, et vous êtes démunis en disant, mais alors on fait quoi? Et ils se sont mis, Eric et Denis, au premier rang, et on a dit, on revoit tout depuis le début. Sors de la trappe. 5 jours de la première. À 5 jours de la première. Ouais. Et là, il faut C'est peut-être ce qui va débrancher se le passer cerveau. tout à l'heure, Elisa. Faut débrancher le cerveau. Très bien, très bien. Débrancher le À cerveau. 13h. Et faire confiance. Oui, Faire confiance. il faut tout réimprimer Ouais. ensuite. Et ça nous a paru évident après. J'ai Et donc descendu c'est ça qui est... Mais heureusement qu'on s'en est rendu compte. Parce que si on avait commencé les premières et puis ça va pas, on sait pas pourquoi, on est mal à l'aise. Mais ça arrive jamais, non? On s'en rend compte. Si, ça doit arriver. Ah si. De Changer. Le fait que vous disiez ça doit arriver, c'est que ça ne vous est pas arrivé. Il y a toujours un moment où ça en s'envole. effet. Ouais, ou parfois il y a des spectacles Où on ça est pas vient heureux, pas. on sent que ça prend pas, et puis on fait quand même le boulot. Mais là, en tout cas, c'était troublant dans la scénographie de trouver une évidence qui a débloqué tout. Ça y est, je parlais au public, il vient de la trappe, on le réveille comme un pantin qui sort et qui se réveille, on le sort de sa boîte, il renfile les gants, il renfile sa tenue de scapin et hop, c'est parti. Et là, vous faites totalement confiance à vos interlocuteurs qui sont aguerris aussi. Ouais. Et puis qui vous regardent, parce que on est là, ok, ça marche pas. Ah, vraiment, ça c'est... Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la découverte du décor aussi, et justement la scénographie qui arrive avant, etc. Aussi souvent aussi les textes sont écrits avant. En fait, paradoxalement aussi, c'est un métier où il y a beaucoup de contraintes. En fait, finalement, on a l'impression que les acteurs sont libres, etc. Mais en fait, en effet, il y a une scéno, il y a un texte, il y a des déplacements, il y a des lumières, on est dans une boîte noire. Enfin, c'est que des contraintes. Et à l'intérieur desquelles il faut trouver de la liberté. Et ça, je trouve ça super intéressant. Justement, on arrive, on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il faut qu'on raconte une histoire à partir de ça, avec ça, mais on n'a pas de place. Justement, là, par exemple, le Scapin, en fait, il y a très peu d'espace, finalement. On est vraiment sur l'avant-scène. Hein. Et à partir de ça, on essaie de raconter toute une histoire. Et moi, je trouve ça absolument passionnant, en fait, de Il faut faire confiance. Ouais. Et de plonger. C'est aussi de plonger. D'y aller. Non, pardon. Je répétais. Je répétais une fin de phrase, je trouvais que ça faisait bien. Il y avait le rêve qui mettait en scène. Tout ce qu'il a rêvé avant. Moi, j'avais 5 tenues sur le papier. Christian Lacroix, qui a créé les costumes, j'avais 5 tenues. Concert de Madonna. Je devais... Ouais, c'est clair. Concert de C'est Madonna. clair. Grande époque. Il a chanté 5 fois, arrivé à la fin en noir avec une collerette blanche, du fond de la scène. Il a tout rêvé. Puis en fait, il y a le concret. C'est là que nous, on apporte aussi de la contrainte pour le mettre en scène, mais aussi un autre chemin. Une espèce de contrainte réciproque qui finit par créer un spectacle. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est le moment. Aussi. Et c'est ce moment où on est sur le plateau et on sait, à l'intérieur de nous, on sait que ça marche pas. Et on s'arrête, on dit ouais ça marche pas. Ça marche circule pas. pas. Au début, on veut épouser le rêve du metteur en Ouais. scène. Aujourd'hui, la mise en scène, c'est ça. Il y a un metteur en scène qui est le directeur, celui qui... Je pense. Non, il est le chef d'orchestre, ouais. Et on doit aussi s'inscrire dans son rêve, dans sa pensée, dans sa vision. Puis on apporte une petite grain de sel, qui vient bloquer la roue, ou au contraire la faire rouler encore plus vite. Mais Et c'est en ça que les reprises, c'est encore autre chose, puisqu'on arrive derrière quelqu'un qui a senti tout ça. Et toi, t'arrives et tu sens pas les trucs, et on te dit non, c'est là, c'est comme ça. Tu mets ton pied comme ça, tu fais ça, tu dis ça. Ça aide et ça contraint en fait. Ça contraint d'autant plus. Il y a déjà ce qui t'appartiennent pas. On te dit de faire tel geste. Ok, faut que encore plus que j'aille que j'épouse le rêve Par la du metteur en scène. composition. Ouais. Et est-ce que Sans ça souffler. sera la dernière question parce que je crois qu'on est long. Oui, je regarde Arthur qui dit oui. Est-ce que la dernière question, vous allez voir, elle est magistrale. Est-ce que c'est comme le téléphone arabe, une reprise, c'est-à-dire que la fin n'a rien à voir avec le début, parce que tout le monde y a mis un peu de soi et que ça a transformé en fait une phrase de départ. Est-ce que c'est ça? Alors moi, je crois vraiment à ça. Pour mon expérience d'avant, où j'ai été sur un spectacle qui a été repris 6 fois, et du début jusqu'à la dernière, c'est pas le même spectacle.
C'est pas, c'est évidemment les rendez-vous sont là et c'est très important qu'ils soient là avec les autres partenaires, avec la technique, ils sont là. Mais et je trouve que c'est ça qui fait le charme d'une reprise. Il faut que le personnage, hein, c'est pas tout de suite, c'est pas au début des représentations, on le trouve un peu plus tard, mais c'est très important de voir un autre quelqu'un d'autre. De toute façon, de fait, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes énergies, mais je trouve que c'est un peu un téléphone arabe, oui. Perso. Et il y a aussi Et tant mieux. Enfin, dans une autre mesure, il y a la première représentation et la dernière, même en une seule exploitation. Je pense que la meilleure, c'est celle au milieu, peut-être. Au début, on est trop frais, on est un peu fébrile, mais le spectacle, c'est pas totalement coupé. À la dernière, on a un peu trop, peut-être, la confiance, on s'est un peu étalé, on a pris ces fameuses minutes, et peut-être qu'on est moins dans l'histoire, mais un peu plus dans nos effets, parfois, ça dépend le type de théâtre. Donc peut-être que celle du milieu, c'est la plus juste. Après, en effet, dans les reprises, franchement, il y a des choses, ça ne sert à rien de faire marche arrière et de retrouver parce que le spectacle, il a forcément gagné des choses dans le bon sens. Et donc, il s'agit de re-questionner, de revisser un peu. C'est un peu ça, hein, ce que fait Denis. D'épurer, d'enlever des choses qui viennent alourdir, qui sont un peu complaisantes, qui servent pas à l'intrigue. Mais, par exemple, moi, je m'épuise moins. Parce que vous, c'est un truc d'athlète. Moi, C'est une je épreuve la connais d'athlète. mieux, la pièce, c'est plus fluide. Et puis on l'a comprise, mais il y a un héritage qui se fait. Moi, la première fois que je suis venu au Français, c'était un peu comme toi. J'étais pour Le Malade imaginaire, la mise en scène de Claude Stratz, qui se joue encore avec Guillaume Gallienne dans Le Malade. Et moi, je jouais Cléante, et j'étais le 6e Cléante, ou le 5e. Sur cette mise en scène. Sur cette mise en scène-là. Et forcément, j'ai hérité de tout le travail qui a été fait. Et j'ai fait pas mal de reprises dans la première année. C'est dans les traces de l'autre, sans s'oublier. Je me rappellerai toujours de la prise du Chapeau de paille d'Italie, où je reprenais le rôle qu'avait joué Pierre Ninet, et j'avais regardé la vidéo en boucle, parce que j'étais sur un tournage en plus. Et donc tous les soirs, je bossais la vidéo, j'avais que 10 jours pour le reprendre. C'est un rôle colossal, le rôle de Fadina dans le Chapeau de paille d'Italie. Et je regardais cette vidéo en boucle. J'admirais énormément ce qu'il faisait. J'étais assez fan de son interprétation. Et je me suis retrouvé dans son costume, sur scène, dans l'écran, quoi. J'étais lui. Et je jouais comme lui. Bien sûr. J'avais ses intonations. J'étais là, mais non. Parce que je me disais, mais oui, il a trouvé cette note, cette rupture, ce temps. C'est tellement juste, tellement drôle. Pourquoi, par fierté, je dirais non, je vais jouer autrement. Et donc au début, c'était un peu étourdissant et bizarre. J'avais l'impression d'être lui, quoi, d'être dans l'écran et de jouer Pierre Ninet qui joue le Chapeau de paille d'Italie. Mais tu peux pas te détacher tout de suite de la musique de. Et après, je me suis dit, écoute ce que tu dis, raconte l'histoire, comment toi tu le jouerais, mais la mise en scène, elle est là. Il y a quelque chose de l'ordre de. Il faut être dans les traces de l'autre, sans s'oublier. Et petit à petit, je vivais, moi, la situation. Donc les notes changeaient, et puis il y a des choses que j'ai quand même gardées, que lui faisait, qui étaient magnifiques, des ruptures là, Mais il y a cette sorte de ce relais qui est trop beau aussi. Qui est trop beau. Il y a les étiquettes des comédiens. On doit ajuster un peu la tenue. Si vous n'avez pas la même taille. Exactement. Parce que vous reprenez les costumes. Il y a les noms des autres qui l'ont joué avant nous. Et je vais être porteur de ça, sans le savoir, je pense, inconsciemment. Ça va être trop drôle que le premier qui l'ait joué revienne voir le spectacle et dise c'est fou, tu le fais. Parce que vous, votre scapin, à un moment donné, voilà, quelqu'un va le reprendre. Ouais, peut-être. Peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas. Peut-être pas. Non, moi j'ai C'est peut-être pas. J'ai terrorisé le spectacle en disant non, ça fait. Arrêtez tout. Bon, merci beaucoup. Pas bonsoir, donc bonjour. Bonjour, bon après-midi. Les Fourberies de Scapin jusqu'au 10 juillet, salle Richelieu, mise en scène Denis Podalides avec Benjamin Laverne dans le rôle de Scapin, Elisa Erka en alternance avec Laïna Clavaran dans le rôle de Hyacinthe, Biran Ban en celui d'Octave avec Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Gilles David, Didier Sandre, Gaël Camilindi, Jean Chevalier, Elise Homo, Elissa Aloudak, Laïna Clavaran et les comédiens de l'Académie de la Comédie Française, Fanny Jouffroy et Emma Laristan. Tout de suite, un extrait qui n'est pas l'extrait du sac, la scène du sac, parce qu'on s'est dit qu'on vous la gardait pour de vrai. Bonne semaine avec la Comédie Française. Au revoir. Je m'en vais.
guérir cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus. Oui! Mais c'est bien, le phare, c'est bien là. Vous avez raison. Mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Maudite galère. Ah, cette galère lui tient au cœur. Hein. Bien, Capin. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Laissez-moi faire. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Là. Va vite guérir mon fils. Aïe, monsieur. Monsieur. Aïe, monsieur. Aïe. Oh là, monsieur. Ah ouais, donc cet argent? Ne te laisse pas donner. Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche? C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable-t-il faire dans cette galère? Maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Maudite galère! Traître de Turc à tous les... Je peux digérer les 500 écus que je lui arrache. Hein, mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.